Alors j'ai l'honneur de vous présenter Xavier Riondet, qui a fait un doctorat en sciences de l'éducation dans l'année 2010, je pense, si je me suis informé bien, sur la question de l'autorité chez les novateurs de la revue Les Cahiers pédagogiques entre 1957 et 1989. Pour l'instant, Xavier Riondet, il est rechercheur post-doctoral à Genève, en Suisse. Il travaille là ensemble avec Rita Hofstetter sur l'organisation internationale et la manière dans laquelle l'éducation est représentée par eux. Et puis, je suis très content que maintenant, aujourd'hui, il va présenter quelque chose sur l'histoire de Freinet. Moi, j'ai entendu Xavier Riondet parler sur ICHE passé. C'est la conférence la plus importante dans le domaine de l'histoire de l'éducation. Et moi, j'étais très content de voir qu'enfin, il y avait quelqu'un qui avait fait une recherche historique sur l'histoire de l'éducation d'une approche Foucaultienne. Et c'est cela que Xavier Riondet va nous présenter aujourd'hui. Sa présentation est intitulée « À côté de Freinet, une enquête philosophico-historique d'allure Foucaultienne ». Je vous donne la parole. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse déjà de parler en français, je parle très mal anglais. Donc, je vais essayer de parler lentement et d'articuler. Donc j'ai essayé de faire mon PowerPoint avec de l'anglais pour essayer de maximiser la compréhension. Alors, le titre de base que j'avais donné à Peter, c'est donc « À côté de Freinet, une enquête philosophico-historique des langues foucaultiennes ». Et en fait, le sous-titre n'est pas vraiment la traduction, c'est vraiment en fait plutôt ce que j'ai essayé de faire pour aujourd'hui, à savoir faire l'histoire de Freinet en faisant un pas de côté. Voilà, il me semble que c'est une expression importante pour comprendre un peu la démarche que j'ai menée avec un collègue français qui s'appelle Henri Bigot, donc sur cette histoire de la pensée Freinet, qui va se traduire par un ouvrage d'ici peu. Et donc je vais essayer de rendre compte de quelques repères de cette recherche, sachant qu'il y a deux difficultés. La première, c'est donc qu'il y a du français et de l'anglais, et je vais essayer de ne pas trop perdre ma traduction. Et la deuxième difficulté, c'est que donc notre champ d'enquête s'est étendu de 1912 à 2013. Donc effectivement, c'est très long, pour un certain nombre de raisons d'ailleurs. On a pris quelque chose de long. Donc je vais essayer de donner une sorte de cartographie de la recherche que l'on mène depuis maintenant 3-4 ans là-dessus. Voilà. Alors, première chose, donc le contexte de l'enquête. J'ai fait ma thèse sur un sujet très franco-français, à savoir l'histoire d'une revue d'enseignants qui s'appelle Les Cahiers pédagogiques. Et actuellement, je suis en Suisse et là, j'ai un sujet très transnational puisque je travaille sur l'Institut international de coopération intellectuelle. C'est une première institution qui m'a donné l'UNESCO, et sur les révisions des manuels scolaires. Donc, entre-temps, entre 2010, 2009, on va dire, et 2013-14, eh bien, j'ai atterri sur ce chantier sur Freinet. Voilà. Comment ça s'est... Il me semble important de revenir sur le pourquoi. Alors moi je suis de Nancy, c'est dans l'est de la France, c'est d'ailleurs pas trop loin de la frontière belge. Vence, c'est donc dans le sud de la France, c'est à côté de Nice, voilà, donc c'est une vingtaine de kilomètres de Nice, donc on arrive quasiment sur la Méditerranée. Voilà. Alors, comment, quand on est à Nancy, on atterrit sur une recherche dont 3/4 des archives résident à 800 km? Eh bien, tout simplement, puisque mon collègue Henri Bigot est un ancien militant du mouvement Freinet. Il a fait sa thèse, alors il est professeur de philosophie à la base, il a fait une thèse en didactique sur les pratiques de l'école de Vence, l'école originelle des Freinet. Donc il n'y en a en fait qu'une, il y a plusieurs écoles Freinet, mais l'école fondée par les Freinet, c'est celle de Vence. Et donc voilà, donc après ma thèse, on s'est dit, bah tiens, il y aurait des travaux intéressants à faire sur l'école. Et initialement, on voulait travailler sur les femmes de l'école, donc plus particulièrement donc, sur les figures féminines, qui ont permis à l'école de tenir après la mort de Freinet, donc après 1966, ce petit réseau de femmes. Alors, il y avait la femme de Célestin Freinet, il y avait sa fille, et puis les institutrices qui se sont relayées pendant 20 ou 30 ans.
Et là, on s'est retrouvé face à un certain nombre de problèmes. Le premier, c'était finalement moi, puisque j'étais un étudiant sérieux, j'avais appris mes livres sur Freinet, et il se trouve que ce que je connaissais de Freinet, des livres sur Freinet, ne correspondait absolument pas à ce que mon collègue connaissait et à ce savoir local qu'il y avait sur Vence. C'est-à-dire que la connaissance livresque, pourtant j'avais repris mes livres, j'avais bien vérifié, ça ne correspondait pas vraiment avec ce savoir, je dirais enseveli, qui circulait à Vence donc depuis plusieurs années. Donc le savoir de la femme Freinet, de la fille Freinet, puis de toute personne qui a travaillé, etc. Donc ça formait un savoir local, et ça, ce que je connaissais moi, ne correspondait pas vraiment entre ces deux connaissances. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose je dirais qu'il y a eu un bug, un problème, c'est quand je me suis rendu donc, sur le terrain de l'école de Vence. J'ai pris quelques photos parce qu'il y a des choses assez importantes. Et ça m'a un peu perturbé, puisque je me suis rendu compte que je rentrais dans un lieu particulier qui ne correspondait pas non plus à ce que je pouvais en lire, le peu que je pouvais en lire, dans ce qu'avaient fait les historiens français de l'éducation sur l'école Freinet de Vence. Sur Freinet, il y a des choses, sur le mouvement Freinet, il y a des travaux, mais sur l'école des Freinet qui ouvre en 1935 et qui est toujours ouverte, il n'y a finalement pas eu grand-chose. Donc voilà. Alors, juste je vais faire un petit commentaire en anglais, excusez si la grammaire n'est pas terrible. En fait, ce qui est important là de voir, c'est déjà ce grand chêne qui est autour, donc, sur place, on appelle ça le chêne de Papa Freinet. Donc, il y a un rituel quand vous rentrez dans cette école, c'est que chaque visiteur, quel qu'il soit, doit monter dans l'arbre. C'est la tradition pour rentrer sur l'école. Vincent Pélion, le ministre de l'Éducation, comme d'autres, et là, voilà, c'était la tradition, il faut faire monter dans l'arbre. Pas tout en haut, évidemment. Deuxième chose qui est intéressante, c'est de voir vraiment que c'est en haut d'une colline, et que c'est en plein soleil. On verra qu'il y a une interprétation, il n'y a pas une interprétation, il y a un sens profond. Et puis au niveau de l'architecture aussi, alors pour ceux qui sont déjà allés dans le sud de la France, le blanc avec les volets bleus, c'est assez caractéristique de l'arrière-pays. Par contre, qu'il y ait des terrasses et des endroits pour prendre le soleil, comme vous pouvez voir là, c'est quelque chose qu'il y a dans tous les bâtiments de cette école. Alors moi, quand j'arrive ici, je suis de Nancy, le soleil, on ne le voit pas souvent, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette architecture, qu'est-ce que c'est que ce lieu que je ne comprends pas. Alors, je vais continuer ma visite. Alors là, c'est le jardin de l'école. Donc là, on peut retrouver des problèmes de mathématiques et des problèmes de sciences. Donc ça, pour les gens qui connaissent l'éducation nouvelle, c'est pas un grand scoop. Ce qui était à droite, pour moi, était un peu plus un scoop. C'est en contrebas, ils ont ce qu'ils appellent une grotte, de cave. Et donc les enfants peuvent aller manipuler l'environnement naturel à leurs heures perdues. Alors déjà, c'était pareil, un peu déconcertant. Personnellement, je n'ai pas eu une scolarité où j'allais beaucoup dans des grottes. Et que je me confrontais à l'espace naturel. Voilà. Et puis ça, c'est des situations de classe, des pratiques. Voilà. Alors, pourquoi je fais tout cela? Pour bien comprendre donc je reprendrai sur la spécificité de l'école, c'est très important. Le deuxième point pour introduire, c'était la difficulté de produire un discours différent de ce qu'on entend déjà sur Freinet. C'est-à-dire que, alors j'ai repris une citation qui est très belle en français, en anglais. En français, pour parler, on dit prendre la parole, on nous prendrait une bouteille. Et effectivement, on peut se demander si la parole est déjà libre quand on prend la parole. C'est une interrogation très foucaldienne. Je fais référence à l'ordre du discours, la leçon inaugurale de Michel Foucault. Et effectivement, sur Freinet, on s'est retrouvé dans des situations un peu cocasses. Je prends deux exemples. Pour un colloque sur les récréations d'un point de vue historique, on avait envoyé quelque chose avec des archives inédites. Sur Freinet critiquant la récréation, n'a pas été pris au colloque et c'est quelqu'un qui a parlé de la pédagogie Freinet et la question de la récréation qui a été prise. Alors historiquement, c'est faux, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'était très intéressant, c'est que le travail sur archives n'est pas passé dans ce... Enfin je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient au comité, mais n'est pas passé, et en fait la production de notre collègue sur un objet qui en fait n'est pas vraiment historique, est passé. Donc pareil, vous arrivez en colloque, on dit toujours les écoles Freinet, on vous inclut dedans. Là oui, vous avez travaillé sur les écoles Freinet. C'est-à-dire qu'on a ressenti en colloque le fait de ne pas pouvoir produire de discours spécifiques en mobilisant Freinet. C'est-à-dire que dès qu'on parlait, la parole était captée dans une autre série de discours. Voilà. Et donc, c'est en soi un gros problème, c'est-à-dire comment produire quelque chose de différent
sur un sujet qui en France est entre guillemets assez connu. Et en France, dans l'éducation, Freinet, c'est un intitulé connu. Donc comment faire pour cela? Donc, du coup, faire référence à Foucault a été ici très important pour nous. Il y avait une série d'enjeux. La première, c'est de partir du principe que l'œuvre de Foucault, c'est une boîte à outils. Alors effectivement, on peut prendre juste les outils de la boîte. Hein. Et puis il y a un autre enjeu, c'est d'essayer de reprendre la boîte en elle-même. C'est de reprendre la démarche, l'arrière-plan global, ces stratégies qu'il avait utilisées. Le premier enjeu, c'est ça. Comment on se positionne sur la boîte à outils? Est-ce qu'on prend juste un concept, une question, ou est-ce qu'on essaye d'avoir un peu plus d'ambition, et en même temps c'est beaucoup plus difficile et sans doute même impossible, mais bon, soyons ambitieux, et d'essayer de reprendre la boîte. Alors le deuxième enjeu, c'est de le faire par rapport à l'éducation. Comment travailler l'œuvre de Foucault, qui a un peu parlé d'éducation, pas trop, pour s'en servir sur les questions éducatives. J'étais très content de rencontrer Peter là-dessus, parce que j'ai trouvé un collègue qui s'attelait à cette tâche. Voilà. Alors, pour comprendre ce qu'on a fait à partir de Foucault, donc, la série de préalables et de postulats que l'on a fait, on a essayé de se déprendre des évidences. C'est-à-dire en France, Freinet, c'est le grand pédagogue, c'est la figure de l'inventeur. Il a inventé la technique de l'imprimerie, il a fait la promotion de la coopération, etc. Donc là, quand je dis ça, c'est je reprends des choses, des discours hein, de militants, de chercheurs et parfois même d'historiens. C'est un instituteur rural, c'est un instituteur anti-intellectualiste, c'est un instituteur qui était en conflit avec la science et qui était réfractaire, on va dire, à la question de la science. Et enfin, c'est un instituteur rural qui ne s'est pas adapté à l'évolution urbaine de la société. Ça, c'est toute une série de choses que l'on retrouve quand on parcourt les textes français sur Freinet, qu'il s'agisse de militants, qu'il s'agisse de chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc déjà, la première chose, ça a été d'essayer de se mettre à distance de cela. Et se mettre aussi à distance d'un autre cliché qui est la figure de l'épouse, c'est-à-dire que Élise, sa femme, souvent présentée comme l'épouse de, comme l'historiographe de Freinet, celle qui a contribué à l'histoire de Freinet, et d'essayer donc de lui donner un vrai rôle. Parce qu'effectivement, quand vous regardez, elle n'a pas de rôle dans les récits. C'est l'acariâtre, c'est la caractérielle de service quand on relit certains travaux. Deuxième chose, partir des archives. Là, devant des historiens, ça peut paraître un peu ironique, sauf que les archives publiques Freinet ne sont disponibles que depuis 2007, aux archives départementales de Nice. Donc déjà, ça a été de repartir de ces archives qui ont été finalement disponibles tard. Deuxième chose, ça a été de rechercher des traces, notamment à l'école Freinet, puisque ça n'avait jamais été fait avant, de regrouper des traces et des archives disponibles. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, en réalité, eh bien, on a beaucoup marché soit à partir des documents imprimés qu'il avait faits, ses ouvrages, ou à partir de témoignages. Donc, du coup, ça pour l'historien c'est intéressant, le témoignage est toujours intéressant, et en même temps, ça pose des biais. C'est-à-dire ça n'a pas le même statut, un témoignage, qu'un document d'archives, une source primaire, etc. Donc là, l'idée, c'était essayer, pour vraiment se déprendre, de repartir dans les archives. Donc, troisième chose, j'ai mis Utopia versus Hétérotopia. Alors là, pour le faire rapidement, en France, souvent, on dit que le pédagogue, c'est celui qui produit des discours et qui finalement échoue dans la pratique. Voilà. Et souvent, on associe dans les textes le pédagogue, la figure du pédagogue, avec l'idée d'utopie. Alors comme j'ai un peu parcouru Foucault, il me semblait qu'il y avait un autre concept particulièrement intéressant qui est l'hétérotopie. Alors l'hétérotopie, ce sont ces autres lieux, ce sont ces contre-espaces chez Foucault. Et il me semblait, par exemple, que ce que je vous ai montré de l'école Freinet, de fait, ça ne correspond pas à une utopie. L'utopie, si on suit Foucault, il le traduit littéralement, c'est le non-lieu. D'accord? Sauf que quand vous allez avant, si vous rentrez bien quelque part. Et plus que de rentrer quelque part, si vous reprenez le texte des hétérotopies, il y a un certain nombre de caractéristiques. Hein. Il y a une certaine répartition du temps. Vous entrez quelque part, il y a une fonction lieu. Enfin voilà, et c'est un lieu qui comprend d'autres lieux. Et en fait, quand vous prenez les traits de structure de l'hétérotopie chez Foucault, vous avez une grille d'analyse pour lire ce qu'est l'école Freinet de Vence. L'hétérotopie, on n'y rentre pas comme dans un moulin, dit Foucault. Effectivement, là, l'école Freinet de Vence, vous y rentrez, il y a un rituel, il y a l'arbre, il y a le chêne. L'hétérotopie chez Foucault, c'est un ensemble
d'espaces qui, en fait, n'ont rien à faire ensemble. Et bien, quand vous allez donc, à l'école de Vence, vous avez un théâtre en plein air, vous avez une grotte, vous avez une salle d'exposition, une salle d'archives, des salles de classe, des endroits pour prendre le soleil, etc. Donc là, pareil, ça tient. Donc là, la question qu'on s'est posée avec mon collègue, comment on peut aller dans le sens de cette idée d'une figure du pédagogue qui ne fait que produire des discours, qui renvoie à une utopie, quand on peut faire l'expérience corporelle d'une trace laissée par cette action et cette pensée de la pensée Freinet. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous... Enfin, voilà. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, ça, je trouve un enjeu. Alors, conséquences. Donc, on a envisagé la question avec 3 déplacements. Le premier, c'était de penser la place d'Élise dans cette production théorique ou de pratique de Freinet, c'est-à-dire elle a partagé sa vie, elle n'a quand même pas fait que regarder. Hein. Bon. Deuxième chose, de renverser la perspective, c'est-à-dire de ne pas essayer de lire Freinet comme étant dans l'éducation nouvelle, mais au contraire de comprendre à l'inverse pourquoi il n'est pas tout le temps intégrable dans l'éducation nouvelle. Alors si je pouvais le dire de manière foucaldienne, l'idée ça n'a pas été de chercher pourquoi il était raccord, en harmonie, imparfaitement, d'accord, avec l'éducation nouvelle, avec les sciences pédagogiques, mais de chercher pourquoi il était radicalement en désaccord avec certains de ces ensembles, de ces catégories analytiques. Et je pense que là, en fait, c'est le cœur de la chose. Parce qu'en fait, quand vous retournez dans les archives, les relations entre Freinet et les partis politiques, entre Freinet et les mouvements pédagogiques, c'est quand même toute une série de controverses, de disputes, de colères, enfin, je ne peux pas les lister, mais c'est énorme. Du coup, on a essayé d'analyser ça en soi. Alors pourquoi il ne rentre pas dans cette case? Voilà. Et pas prendre l'évidence inverse, l'universel inverse, il fait partie de cette case, et ben je prends la case, et puis ça permettra de comprendre qui il est. Et puis la troisième, donc, c'est de considérer cette école de Vence, je vous ai donné un petit panorama, comme une trace, comme une trace concrète de quelque chose d'historique, et donc essayer de faire la généalogie de cette trace qui fait encore partie de l'actualité. C'est-à-dire vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est ce lieu, qui a donc quasi 80 ans, et sans se laisser capter par des récits globaux, etc. Alors, pour dire un peu sur quoi je me suis appuyé chez Foucault, hein, donc il faut défendre la société, cours au Collège de France en 97. Le début de ce cours commence sur les savoirs ensevelis. Il explique qu'il y a des savoirs ensevelis, assujettis, et que donc les réactiver, c'est rechercher en fait des luttes et faire émerger des luttes dans l'actualité. Et effectivement, pareil, là il y a une force à apprendre ça du côté de chez Freinet. Il y a des savoirs assujettis dans l'histoire de Freinet. Il y a des savoirs disqualifiés. Un savoir disqualifié, on le verra, c'est le naturisme. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont Freinet et naturisme. On parlera tout à l'heure, c'est passionnant. Ça donnera un peu d'exotisme. Voilà, donc il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas envisagé de chercher, de partir de cet objet du naturisme. Et du fait que, par exemple, ils voulaient absolument que manger des fruits et pas de légumes, vraiment que des fruits. Donc nous, on avait choisi le pari de rechercher le pourquoi et prendre cet objet comme central. Savoir assujetti, disqualifié, bah, c'est tout ce qu'a apporté Élise Freinet. On verra qu'Élise Freinet, c'est d'abord une institutrice. C'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu d'avoir des positionnements politiques en découvrant son mari, son homme, et qu'elle avait déjà une personnalité. Vous voyez? Donc il y a plein de savoirs comme ça qui restaient sous-jacents, prêts à réémerger. Donc ce passage nous a beaucoup parlé. Deuxième passage, dans le courage de la vérité, donc ça c'est un des derniers cours, c'est je crois 1984 de Michel Foucault, où il se déplace sur les cyniques, le cynisme, et notamment cette histoire du vivre vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui incarnent une forme de discours et qui le poussent jusqu'à l'extrême en vivant à la lettre ces choses-là. Alors pourquoi ça nous a intéressés? Parce qu'en fait, on n'est donc pas resté sur Freinet qui fait des discours, on a essayé d'envisager le mode de vie des Freinet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous dit, au-delà du fait qu'il a réfléchi sur l'éducation, la pédagogie, qu'est-ce que son mode de vie peut nous donner. D'accord? Donc pas de considérer que c'est un surplus, considérer au contraire que c'est le cœur peut-être du problème. Voilà. Et puis alors le troisième, qui a donc du coup, en plus il y a une faute en anglais, c'est théorique anarchiste, bon, l'anarchiste théorique.
Ça, c'est dans le gouvernement des vivants, il y a une petite note de Michel Foucault sur ce qu'il appelle l'anarchiste théorique. Et il explique qu'on peut envisager de définir un anarchiste différemment que ce qu'on fait d'ordinaire en désignant des personnes qui refusent toute évidence du pouvoir. Et il nous a semblé que ce terme-là, ce concept-là, correspondait bien à Freinet. C'est-à-dire que Freinet n'est pas quelqu'un qui refuse tout, mais il refuse toute évidence du pouvoir. C'est-à-dire l'universitaire qui lui parlait, il refuse toute évidence. Il ne prend pas ça de fait. Il n'accepte pas tel quel. Voilà. Et donc, anarchéologie, ça c'est un terme sur lequel Foucault évoque dans ce cours. Alors c'est simple et compliqué. En fait, lui, par ce mot-là, il veut dire retrouver comment des grandes institutions, des grands systèmes se sont pensés comme évidents, alors qu'à l'évidence, justement, ce qu'ils faisaient n'était pas si limpide. Et dans un cours qui est sorti en France il y a 10 jours, dans la Société punitive, il le dit très bien, il dit qu'il y a des institutions de séquestration, d'accord, Foucault c'est le disciplinaire, alors, par exemple, qui produisent des évidences. Donc le collège instruit, l'hôpital guérit. Il dit dans ce texte-là, qui est vraiment merveilleux, enfin personnellement je trouve merveilleux, qu'en fait ces institutions se donnent comme unidimensionnelles, ils instruisent, ils soignent, etc., mais qu'à chaque fois, ces institutions produisent de l'indiscrétion ou s'occupent de choses qui, entre guillemets, ne les concernent pas de manière officielle. Et c'est le corps, la sexualité, les relations, etc. Et donc, dans ce projet d'anarchéologie, on pourrait se dire, bah tiens, prendre les figures de l'éducation qui ont envisagé de montrer que l'école, comme institution, eh bien, ne gérait pas que le savoir, elle gérait d'autres choses, que la science ne produisait pas que des savoirs, elle se prononçait sur autre chose, etc. Et je pense que là, Freinet, c'est un bon sujet, un bon objet, pour voir justement des individus qui se sont confrontés à la remise en cause de grands systèmes. La médecine pastorienne, l'émergence des sciences de l'éducation, des sciences pédagogiques, l'école républicaine française, etc. Et des gens qui ont, entre guillemets, ont confronté leur mode de vie, ont utilisé leur vie, en fait, pour faire émerger justement cette idée-là au sujet de ces institutions. Voilà. Alors, le plan, donc je l'ai lu en français, puis donc avec une traduction que j'espère. Voilà. Ça fait combien de temps bon, je vais le faire comme ça. Alors, vous avez encore très bien. Bon, moi, je vais le faire en fait par rapport à. Alors, machine Freinet. Alors, pourquoi on a utilisé de dire machine Freinet? Eh bien, justement pour concevoir que c'est pas Célestin Freinet qui a seulement produit une théorie, que c'est l'articulation d'Élise et de Freinet qui ont produit quelque chose, des réflexions, une théorie. Donc on a appelé ça la machine Freinet, parce que la pensée Freinet, du coup, Élise est passée à travers. Alors, machine Freinet. Alors pourquoi on a pris ce mot? Parce que la fille Freinet, Madeleine, a utilisé le terme de machine pédagogique. Alors on s'est dit, bah tiens, au sens deleuzien, machine, c'est quand même très très intéressant. Alors 1925, ce qui est intéressant, donc ils se rencontrent, voilà, et il n'y a pas grand chose en termes d'archives ou de sources primaires là-dessus, il y a juste le récit de la fille, Freinet, qui a été publié en 1996. Et bon, c'est un peu romancé, hein, vous imaginez bien, ils se sont plus tout de suite, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans les extraits qu'elle cite, donc des extraits de correspondance qu'on n'a pas retrouvés, je ne sais pas ce qu'elle en a foutu, enfin, je ne sais pas ce qu'on a fait, pardon, eh bien elle dit, on s'est compris tout de suite, et Élise dit, il a tout de suite compris mes idées, etc. Et nous, on s'est dit, là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que, bon, il n'y a rien d'étonnant à dire, on ne sait plus tout de suite, on s'est compris comme si on s'était toujours connus. Bon, enfin voilà, quand on est amoureux, on a tous proviseur de. Bon, bref, ou pas, mais bon, passons. Et on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est ces conditions de possibilité pour cette rencontre entre les deux? C'est-à-dire, bon, bah, Freinet, on sait qu'en 1925, c'est déjà un instituteur syndicaliste, qu'il écrit déjà dans les revues, il est déjà très engagé, il est déjà très médiatisé. Mais donc, Élise, qu'est-ce qu'elle est avant 1925? Ça, c'est intéressant, puisque quand on lit sur Élise Freinet, c'est la femme d'eux. Par exemple, qu'est-ce qu'elle faisait avant de connaître Freinet? Et donc, on s'est interrogé là-dessus, sur les deux trajectoires. Donc on est reparti aux archives, hein, on a regardé les dossiers de carrière, les dossiers administratifs, on a essayé de retrouver des indices, hein, des objets
d'archives et qui aurait pu nous mettre sur la trace de qu'est-ce qu'il faisait avant 25. Alors, bon, pour le dire assez rapidement, Freinet, ce qui est très intéressant avant 25, c'est qu'en fait, donc déjà, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu rural, très typique du sud de la France à cette époque, et qui vient d'un milieu paysan, qui décide donc de faire des études pour être instituteur. Mais très vite, sa formation, elle est un peu écourtée, puisqu'il y a la guerre, il s'engage. Alors déjà, première chose qu'on a retrouvée aux archives, c'est un carnet de guerre, sur la manière dont il a ressenti les 2 années où il était mobilisé, donc de 16 à 18. Alors c'est des choses un peu marrantes, hein, sur Freinet et les femmes notamment, bon, je ne dis pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dedans, il ne se pose pas de question de pédagogie. C'est clair et net, chaque jour, pour lui c'est le dernier, enfin il trouve la guerre complètement débile, il est là, il ne comprend pas pourquoi, enfin voilà, c'est traumatisant pour lui. Il en ressort avec une blessure de guerre monstrueuse au niveau du dos, il a une énorme cicatrice. Et donc voilà. Et c'est au sortir de la guerre qu'il s'engage en fait politiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas initialement quelqu'un qui a pensé la pédagogie pour qu'elle soit révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a commencé en étant instituteur, il y a eu la guerre, puis il a commencé à se mobiliser dans les syndicats, etc. Et finalement, c'est cette expérience-là que par la suite, il va devenir un pédagogue révolutionnaire. Mais en fait, c'est un parcours initiatique très complexe. C'est-à-dire que c'est déjà une mobilisation politique. Et ça, c'est quand même intéressant. Élise, avant 25, alors elle vient aussi d'un milieu rural, mais ses parents sont instituteurs. À la différence de Freinet jusqu'à 25, elle a de bons rapports, elle a vraiment des rapports d'inspection corrects. Parce que donc Freinet, ses premiers rapports d'inspection qu'on a retrouvés sont assez originaux. Et on ne peut pas dire vraiment que c'était quelqu'un qui était touché par la grâce et par le talent. Et là, par rapport au mythe de Freinet, il y a eu une construction de sa professionnalité. Il n'est pas revenu comme ça de la guerre, tiens, je vais réfléchir à d'autres manières d'éduquer. Enfin, voilà. Donc il se trouve qu'il a tâtonné véritablement, et des fois il a tâtonné, mais de manière vraiment sans aucune efficacité. Donc il a même des bulletins, l'inspecteur lui dit, vous voyez, pour faire autre chose, quoi, parce que là, c'est pas possible. Quoi. Voilà. Et Élise, c'est l'inverse. Élise, elle a des bons états de service, et voilà. Et c'est déjà quelqu'un qui lit. Et ça, c'est très intéressant. Alors en France, à l'école normale, vous avez des petits carnets où vous notiez pas mal de références, etc. Donc on a retrouvé ces carnets. Alors en 1917, elle a un carnet assez classique qui correspond à peu près à ce que les instituts français, à ce moment-là, lisent et parcourent. Et puis en 1920, donc là, elle commence à être en poste, on a retrouvé un autre carnet, donc je vais le montrer tout de suite. Il est là. Où on a retrouvé plein de références. Et là, ce qui est intéressant dans ce carnet, bon, on ne voit pas forcément, bon, ça c'est une citation de Condorcet, voilà. Donc ça c'est la première page, note de lecture quand elle est en poste à Fraissinet en 1920, et puis vous avez plein de citations, donc on a tout référencé. Et ce qui est marrant, c'est que là, il y a une évolution des références, il y a déjà beaucoup plus de philo, il y a des textes un peu religieux, un peu spirituels, de toutes les époques, des auteurs de l'Antiquité. Enfin, voilà. Alors ça paraît un peu banal pour nous en 2013 peut-être, mais à l'époque, c'est pas si courant qu'en 1920, un instituteur, en l'occurrence une institutrice, ait un bagage culturel qui soit aussi large. Et donc 1920, vous êtes 5 ans avant qu'il rencontre Freinet. Et on peut dire d'ailleurs qu'en 1920, Élise Freinet est sans doute bien plus cultivée, j'ai envie de dire, que Freinet. Voilà. Alors, comme Freinet commence à publier en 1920 dans des revues un peu militantes, elle le lit là-dedans, et il se rend compte en 25. Alors, le 1.5, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ce sont des enseignants marginaux d'entrée de jeu? Leurs caractéristiques socio-professionnelles sont en fait vraiment dans la norme française. Si on prend les analyses de Mona et Jacques Ozouf, sont à peu près dans les canons au niveau de leurs origines socio-professionnelles, leurs parents, leur milieu. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est leur radicalité politique et le fait qu'ils se revendiquent d'extrême droite, d'extrême gauche, pardon, d'extrême gauche, pardon, pas bien, d'extrême gauche, voilà. Ce qui, à l'époque, est déjà un peu minoritaire, que des instituts soient de gauche, c'est pas très surprenant, mais qu'ils marquent leur lien avec l'extrême gauche, pardon, ça l'est plus. Donc déjà, ils sont vraiment à la marge, vraiment du corps des instituteurs. Alors ça, c'est donc le fameux, voilà. Alors je vous ai mis un petit récapitulatif, comme je ne savais pas si je me ferais bien comprendre, hein, pour que vous voyez un peu. Ça c'est intéressant, parce que c'est vraiment des éléments nouveaux. Quand on dit Freinet, c'est la figure de l'instituteur rural
en fait, c'est pas très fort comme idée. Parce qu'en France, en 1920, les instituts primaires supérieurs, c'est quand même très très régulièrement dans des espaces plutôt ruraux. Donc c'est des instituteurs tout court de ce temps-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien qu'Élise, bon ça, on n'a pas besoin de moi pour le savoir, mais avant 25, c'est déjà une personnalité forte. Et ça, je crois que c'est quand même très, très important. Deuxième point, que je vais essayer d'aller un peu plus vite, Freinet et l'instruction, les Freinet et l'instruction publique. Pardon. Voilà. Alors, là, ce qui est important, c'est que donc, dès qu'ils se mettent ensemble, 25, ils vont se marier très vite. Et ils sont, je dirais, inséparables. Tout de suite, ils s'organisent et ils montent un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'imprimerie à l'école. L'imprimerie à l'école, ça va être une circulaire, ça va être un petit bulletin, d'accord, ça va être leur mouvement, entre guillemets, pédagogique de base. Et ce qu'il y a à retenir ici, c'est que c'est un premier mouvement pour changer les choses dans l'instruction publique, dans l'école publique. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ça me fait penser que j'ai oublié de dire un point sur Élise, c'est qu'en 22, on a retrouvé une sorte d'affaire, enfin une affaire, c'est pas méchant, mais une dispute, on va dire, entre elle et son inspecteur, parce qu'en fait, elle se plaignait des conditions d'exercice, d'enseignement, notamment les conditions de propreté, etc. Et en fait, elle n'aura pas attendu de rencontrer Freinet pour être quelqu'un avec un fort caractère, puisqu'en gros, elle va être déplacée, puisqu'elle ne cédera pas. Elle va dire en gros, tant qu'on ne met pas des locaux plus en adéquation, on va dire, avec la santé, etc., moi je ne reprends pas. En gros, elle va être déplacée. Donc, je vais garder ça en tête parce que ça sera important par la suite. Alors, donc, il commence à organiser le mouvement, et puis là, ça prend. Il commence à avoir de plus en plus d'adhérents, centaines. Et c'est à ce moment-là, donc, il se rapproche, on va dire, de l'URSS. Freinet en 25 va à Moscou, et il en revient avec un esprit encore plus critique, on va dire, sur l'éducation nouvelle. C'est-à-dire, 23-24, il découvre les congrès d'éducation nouvelle, ça le passionne. 25, il va à Moscou, il visite les écoles, enfin, il va en Allemagne aussi un petit peu avant, et ça, ça le fait travailler, on va dire, son esprit critique de l'éducation nouvelle. Autre point important, c'est 1927, ils vont à un congrès à Leipzig, lui parce qu'il est responsable, enfin délégué syndical, elle parce qu'elle est responsable d'un groupe féministe. Et à Leipzig, en fait, ils font un tabac, ils font du succès. Et ça prend beaucoup avec un petit réseau allemand. Et notamment avec un réseau d'une personne qui s'appelle Meta Krauss-Fessel, qui est autrichienne, et qui se distingue à l'époque par son discours sur la critique des conditions de vie du prolétariat. Conditions de vie, conditions de logement, conditions d'alimentation. Et ça va être très important, puisqu'en fait, on a retrouvé une correspondance avec ce réseau-là, d'Élise notamment avec ces gens-là. On a vu qu'elle était partie là-bas dans ce réseau. Et en fait, on est au début des années 30, en fait, et ce n'est pas un réseau communiste, c'est vraiment un réseau où vous retrouvez des anarchistes, des révolutionnaires. Enfin, voilà. C'est intéressant, puisque le deuxième cliché sur Freinet, c'est le pédagogue communiste. Alors, il adhère au PC, au Parti communiste français de 25 à 52, 56, je ne sais plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès les années 30, on voit que son réseau de sociabilité, c'est que des gens qui se situent, on va dire, un peu à la marge. C'est des gens comme en Allemagne, Erich Mühsam, un poète anarchiste, qui meurt dès l'arrivée du nazisme. On retrouve en filigrane comme ça des gens comme Magnus Hirschfeld, qui est entre guillemets un des premiers noms de la lutte pour la libération sexuelle en Allemagne. Enfin, voilà. Et on voit dans le réseau de sociabilité à la fois quelque chose qui n'est pas rattachable au PC, d'accord, même si c'est des gens qui ont adhéré peut-être une semaine ou deux, et qui est un réseau très spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve là tout un ensemble de références culturelles, de choses qui nous permettent de nous renseigner sur ce que les Freinet savaient à cette époque au niveau du contexte international, les lectures qu'ils avaient, enfin voilà. Et du coup, ça, c'est un vrai apport. Et donc, voilà, ensuite, relations complexes avec la nouvelle éducation, enfin l'éducation nouvelle. Il y a deux affaires importantes ici pour cette partie-là. Affaire Saint-Paul, donc Freinet tombe dans une sorte de manipulation de l'extrême droite locale. C'est une affaire qui est relayée, enfin voilà. Ses camarades syndicalistes prennent sa défense, mais pas au nom de sa pédagogie qu'il est en train de faire, au nom en fait de la solidarité syndicale. Donc il reste passablement blessé et surtout il est déplacé. Donc il rentre dans le placard de l'instruction publique. Dans le même temps, Élise, qui est donc revenue de ses voyages puisqu'elle a pris un congé pour une convenance personnelle, eh bien, a contracté la tuberculose.
Voilà. Alors la tuberculose, c'est une double disqualification en France en 1930. La première, c'est que Banco, vous allez aller dans les sanatoria en marge des villes. Et deuxième chose, vous êtes enseignant, donc interdiction d'enseigner. Donc, c'est ça qui est très intéressant. 1932-33, les deux Freinet, donc, qui ont essayé de changer dans l'instruction publique, se retrouvent en fait complètement en placard. Il n'y a pas de cours. Freinet est déplacée et elle est mise à la retraite puisqu'elle a plusieurs congés longue durée. Elle veut faire reconnaître cette maladie, la tuberculose, comme maladie professionnelle. Donc c'est dur à dire si c'est possible, enfin si c'est cela ou pas, mais c'est plausible vu l'état des locaux. Et donc comme elle n'arrive pas à le prouver, eh bien tout ce qu'elle peut prendre à un moment donné, c'est sa retraite. Donc elle se retrouve retraitée de l'instruction publique, à toucher le rang de viagère. Donc 1932-33, ils sont littéralement détruits, on va dire, parce qu'ils ont essayé de faire dans l'instruction publique. Et du coup, donc là je vais dire récapitulatif, voilà. Donc on arrive sur le troisième point, celui-là je vais aller un peu plus vite et plus exotique. Il se trouve que pour guérir la tuberculose, Élise va rencontrer une sorte de thérapeute naturiste grec. Alors ça, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'en fait, que Freinet soit végétarien, qu'il mangeait des fruits et qu'ils avaient des pratiques de santé particulières, ça a souvent été remarqué. Et ça n'a jamais été pris comme un point central. D'ailleurs, on a toujours dit que c'était des originaux. Ils ont rencontré un gourou, et puis voilà, ils se sont fait un peu endoctriner. Alors pourquoi c'est intéressant? Je ne sais pas, en France, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'histoire connectée, je ne sais pas si c'est l'histoire connectée, Sanjay Subramanian, un historien indien. Et là, du point de vue de l'histoire connectée, indépendamment de Foucault, c'est un très bon sujet. Pourquoi? Parce qu'un grec formé au naturisme allemand à Nice en France, on se dit, ça c'est exotique. Voilà quelque chose d'improbable. Or, que quelqu'un se forme au naturisme allemand, c'est pas très étonnant, puisque le naturisme en Allemagne est quelque chose qui a énormément d'impact. C'est vraiment quelque chose de fort, le bouddhisme et le naturisme. Donc qu'un grec arrive là-bas, se forme au naturisme, finalement, c'est pas si choquant. Qu'on le retrouve à Nice n'est pas vraiment choquant non plus, puisqu'à Nice, au sud de la France, il y a beaucoup de populations méditerranéennes, notamment des Grecs à ce moment-là. Et la deuxième chose, et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait, le réseau Freinet, le réseau des éducateurs du sud de la France, est en fait un réseau qui est très réceptif aux pratiques naturistes. Et indépendamment de Freinet, en recherchant, on se rend compte qu'autour de lui, on retrouve plein de gens qui déjà sont plus ou moins naturistes ou des sympathisants naturistes. Donc c'est pas du tout une sorte d'embrigadement, rencontre un gourou qui, paf, se fait capter, c'est qu'en fait, il y a une caractéristique locale à Nice que, sur Freinet, on n'a pas mis en valeur. Et cette caractéristique locale, c'est quoi? C'est que Nice, il y a des réseaux théosophiques, ça c'est un peu compliqué, assez forts, il y a un réseau anarchiste naturiste assez fort, et il y a des expérimentations, des croisements entre naturisme et médecine très forts dans le sud de la France. Donc le fait que Élise rencontre un naturiste grec qui le soigne, en fait, n'est pas si exotique que ça. C'est pas si surprenant que ça. Là, cette personne a des pratiques particulières, donc hydrothérapie, manger que des fruits, il travaille beaucoup sur l'élimination des déchets. Donc pour lui, le problème de la maladie, c'est la mauvaise alimentation et le fait qu'on élimine mal les déchets. Et en fait, ce fameux Broco, en cherchant dans les archives, on se rend compte qu'il était spécialiste de la tuberculose. C'est-à-dire qu'il y avait quelques institutrices militantes, communistes ou pas, du coin, qui avaient la tuberculose. Et donc, apparemment, c'est ce qui se dit, il a réussi à les soigner, en tout cas à retard. Donc là, effet assez fort sur Élise, une sorte de conviction profonde. Et ce qui est intéressant, c'est que la revue qui s'appelle L'imprimerie à l'école va se stopper, et une autre revue arrive, c'est l'éducateur prolétarien. Et dans cette revue, en fait, il y a un transfert culturel qui se passe. C'est-à-dire qu'on soit foucaldien ou pas, très clairement dans cette revue, il n'est pas question que de pédagogie, il est question de naturisme. Et donc on voit très bien qu'il y a une articulation qui essaye d'être méditée, naturisme, éducation, politique. Dit autrement, le naturisme comme expérience personnelle va accélérer la machine Freinet et l'orienter vers des nouvelles, je dirais, des nouvelles perspectives politiques et pédagogiques. Politique, pourquoi? Parce que la lutte, du coup, devient personnelle, elle devient individuelle. C'est-à-dire que refuser de manger de la viande, refuser d'aller au dancing, faire la fête ou je ne sais pas quoi, prendre du café, devient en fait un motif de lutte politique. Et c'est pour ça aussi que Freinet va se faire, je dirais,
embêté par ses anciens camarades communistes, c'est que du coup là, il bascule plutôt vers l'anarchisme individualiste. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport aux pratiques pédagogiques. Ils sont en dehors de l'école publique, ils vont créer une école privée. Et ces écoles privées vont, entre guillemets, se faire plaisir, ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Et là, du coup, ils vont intégrer le naturisme dans leurs pratiques. D'où ces histoires de terrasses. Et dans ces pratiques, vous allez avoir deux choses. Le naturisme de ce grec, là, Basile Vrokopoulos, que j'ai en photo, très belle photo, j'ai trouvé que ça, c'est déjà bien, très épais. Voilà. Lui, il y a deux choses, il y a le milieu interne, il y a le milieu externe. Le milieu externe, c'est vrai qu'il est important d'être au grand air, l'air de la montagne, etc. Mais ça, on ne peut pas faire l'économie du milieu interne. Le milieu interne, c'est l'alimentation, l'hydrothérapie, l'héliothérapie, la luminothérapie, etc. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, l'école Freinet de Vence va se construire comme ça. C'est-à-dire que les gamins, le matin, ils auront chaud-froid. Chaud-froid, c'est vous allez dans un bain d'eau froide, après il y avait une cabine de sudation, enfin bon, il y avait plein de, c'est très technique. Hein. Donc les gamins vont intégrer ça, vont avoir intégré ça dans l'école. Et ces pratiques-là vont perdurer pendant beaucoup de décennies. Et là, ce qui est intéressant, c'est que oui, à l'école, vous voyez, il y a le goût de la nature, mais là, la caractéristique, c'est pas c'est un instituteur rural, la caractéristique ici, c'est un instituteur naturiste. Et du coup, l'enjeu, c'est de bien le cerner, on va dire, dans la galaxie un peu politique, mais également pédagogique. Voilà. Et du coup, quand on va dire c'est pas une pédagogie adaptée à la ville, ce qui est vraiment le gros cliché français actuellement, c'est une erreur incroyable en fait. Parce que ce naturisme dont je parle, qui a une influence énorme sur les Freinet, dit justement le naturisme, c'est d'autant plus utile aux citadins. Le rural, il n'a pas trop besoin du naturisme, il vit déjà dans un endroit privilégié. Donc le naturisme, c'est quelque chose pour le citadin. Et du coup là, vous voyez, ça permet de relire différemment ce qu'on peut dire de Freinet. Et donc c'est intégré comment? C'est un naturisme qui se dit prolétarien et matérialiste, c'est-à-dire, là ça reprend tout ce qu'ils ont vu à Leipzig en fait, c'est-à-dire que tout éducateur, aussi talentueux soit-il, de l'éducation nouvelle s'il veut l'être, ne peut rien faire tant qu'en face de lui, il a des gens qui sont en mauvaise santé, qui vivent dans des mauvaises conditions et qui arrivent déjà fatigués, inattentifs. Et là, ça nous permet, nous, de revisiter un peu la pédagogie Freinet. Alors, réouverture, là je vais aller un peu plus vite parce que je vois que j'ai vraiment entraîné. Hein. La réouverture de l'école en 1945, eh bien en fait, on s'est rendu compte qu'après la guerre, parce qu'elle avait été fermée pendant la guerre, eh bien cet héritage naturiste, il y a encore une rémanence, même s'il est moins affiché, les pratiques restent. Il y a notamment cela, le profil vital. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. En France, en 1945, vous avez beaucoup de réflexions pour essayer de faire intégrer dans l'éducation nationale l'apport de l'éducation nouvelle. C'est la commission Langevin-Vallon, etc. Il se trouve que Freinet ne participe pas à cette commission, mais en fait, ça se comprend en termes de réseau. D'accord, c'est des réseaux d'enseignement secondaire, c'est des gens qui sont déjà à l'université, c'est des gens qui sont liés à des réseaux un peu politiques, etc. Lui, c'est le communiste qui se déterritorialise, c'est l'enseignant primaire, il vient un peu de nulle part, enfin voilà. Et lui, donc, dans le creux de ce plan Langevin, en France, vous allez avoir les classes nouvelles, c'était complètement oublié par les Français. C'était des classes d'expérimentation dans l'enseignement public entre 1945 et 1952. Et ils utilisaient la psychologie, les nouveaux travaux de psychologie, pour essayer de mieux connaître l'enfant. Tests sur les aptitudes, les intérêts, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Freinet aussi produit son outil pour connaître l'enfant. Sauf que c'est pas équivalent, vous avez le profil vital, donc, éléments fondamentaux de la puissance. Il faut savoir qu'ils ont lu Nietzsche assez tôt, hein, donc on voit, enfin, voilà. Alors il y a plein de choses, je n'ai pas insuffisance. Il y en a qui m'a toujours fait rire, c'est l'onanisme, savoir si l'enfant, enfin bref. L'onanisme, c'est la masturbation, hein, pour ça m'a toujours fait rire. Enfin voilà, alors qu'est-ce que ça apporte par rapport aux tests sur la psychologie? En fait, Freinet trouve que les tests dans les classes nouvelles ne vont pas assez loin. Parce qu'en fait, c'est les aptitudes scolaires. Est-ce que l'enfant a assez de mémoire par rapport à la rationalité scolaire? Là, en fait, il reprend tout son héritage naturiste, d'accord, sur le fait que déjà, avant que l'enfant naisse, il y a déjà des choses qui jouent. Le mode de vie des parents, leur alimentation, dans quel contexte a été fait l'enfant, dans quel contexte il arrive, etc. Donc du coup, lui, son but, c'est de rechercher les tendances vitales de l'enfant pour voir ce qui a pu biaiser, etc. Donc en gros, lui, il reproche aux classes nouvelles de ne pas aller assez loin.
Et en fait, c'est toujours ce même différent. C'est vous n'allez pas assez loin, vous ne restez que dans l'école, alors qu'à l'extérieur, les dés sont déjà pipés. Les conditions sont déjà jouées avec ce prolétariat qui est sous tutelle. Enfin, voilà. Donc il y aurait une analyse à faire. Le but, c'est d'avoir un graphique, hein, et puis de voir là où on peut influer, on va dire, par rapport à l'enfant. Alors l'autre caractéristique, ce sont des pratiques de santé spécifiques, hein, la pratique de l'argile pour soigner, toujours ce choc-froid, enfin il y a voilà, plein de choses. Et puis les premières difficultés, c'est comment trouver des enseignants sur place. Parce qu'en fait, c'est encore une école privée, et donc quand les gens viennent enseigner ici, eh bien en fait, ils perdent une année de salaire, ou ils sont obligés de démissionner, ou ils viennent parce qu'ils ne sont pas diplômés. Donc en gros, soit ils ne sont pas assez bons, soit il reste qu'une année, enfin du coup c'est pas viable. Vous voyez, ça fait beaucoup de turnover. Donc ça, c'est un gros problème des 50. Ce problème, on va le retrouver donc après. Il va y avoir une série. Il y a une série de problèmes. Alors, ce qui se trouve, c'est qu'en 1947, il crée l'Institut coopératif de l'école moderne, qui est en fait son nouveau mouvement Freinet. Et en fait, ça ne va pas prendre parce que ses camarades militants ont une certaine idée de la pédagogie Freinet qui ne correspond pas en fait à l'expérience qu'ils mènent à Vence. Voilà. Alors l'affaire parisienne, pour dire très vite, le mouvement de l'ICEM, vous avez quasiment un mouvement départemental, d'accord? Donc il y a un mouvement à Paris. Et ce mouvement à Paris, eh bien, il est un peu en freelance, quoi. Voilà. Et à un moment donné, ça clash. Il y a un Parisien qui fait un truc un peu critique sur Freinet, et c'est le moment pour casser, et il y a une rupture. Voilà. Ce qui se joue en fait, au-delà de la querelle de personnes, c'est qu'à Paris, il commence à être réceptif à d'autres savoirs, d'autres maîtres. À Paris, à ce moment-là, c'est l'autogestion pédagogique, la pédagogie institutionnelle, la psychosociologie. Et tout ça est en train d'être ingurgité par les militants parisiens. Et en fait, ça ne correspond pas, si vous voulez, au modèle épistémologique de Freinet. Donc en fait, ce qui se passe là, en fait, c'est une controverse, je dirais, en termes épistémologiques. Voilà. Donc c'est un mouvement qui commence déjà un peu à avoir ses scissions. Et ces scissions vont aller plus loin, pour aller un peu vite. Hein. Les difficultés vont se retrouver dans l'école. On a retrouvé un cahier de roulement. Un cahier de roulement, c'était pour un peu coordonner l'action. On a retrouvé un cahier de roulement de l'école en 65, pardon. Et ce qui est très intéressant, donc là vous voyez la liste des gens qui participent, ce cahier arrive sur un problème, les récréations. Freinet s'est levé un matin, il a vu qu'on faisait des récréations dans l'école. Il prend le cahier de roulement, il écrit « Qu'est-ce que c'est que ce retour des récréations qui est la forme la plus classique, la plus traditionnelle d'une forme d'école qu'on ne veut surtout pas ?» Je vais essayer de traduire avec les mots. Hein, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez un enseignant qui vient d'arriver, il a découvert le mouvement Freinet il y a 1 an, il arrive à l'école et lui il trouve ça bien. Oui, je fais plein de choses en récréation, je trouve ça bien. Sauf que la récréation, historiquement pour Freinet, je dirais c'est le mal absolu. Vous avez tous connu peut-être comme moi la récréation, dès que la personne dit « Ah, c'est la récréation », vous sortez, c'est là où les gens ils se cassent des bras, des jambes, enfin voilà. Et Freinet dit « Si les gamins sortent avec autant de désordre, c'est parce qu'ils ont étouffé pendant la situation, qui était tellement mal organisée, que le travail était tellement mal géré, qu'ils n'en pouvaient plus. On dit c'est la récréation, puis alors là c'est un flux incontrôlable. Donc pour lui, récréation, c'est le signe qu'on a mal travaillé la situation didactique, la situation d'enseignement. Voilà. Et donc là, ce qui joue, en fait, si vous comprenez bien, le mouvement est en train de se disloquer, en fait. Et là, vous avez l'école, son école. Et là, quelqu'un qui veut faire autrement. Alors là, ça ne peut pas passer, vous imaginez bien. Alors ce pauvre Bombonnel, hein, pour ne pas le citer, qui donc pendant plusieurs mois essaye de dire « Ah, mais c'est pas grave, on peut faire autrement hein, », erreur, hein, et va rencontrer finalement la colère des Freinet. Mais cette colère, en fait, elle a un point très précis sur les pratiques, sur l'héritage, sur ce que c'est. Voilà. Alors, il y aura une deuxième affaire parisienne, puisque ce brave Bombonnel est rattaché à Paris, donc 1965, voilà, deuxième affaire parisienne, une publication d'une brochure, oui, Freinet et has-been, Freinet c'est le rural, etc. Enfin, voilà. Et là, il y a déjà quelque chose qui se passe, ça va faire scission, et ce groupe-là va donner lieu à, je ne sais pas si ça a eu des petits en Belgique, à ce qu'on a appelé les pédagogies institutionnelles en France, l'autogestion pédagogique, qui se relie à la psychologie institutionnelle, enfin, les houris, etc. Donc il y a une scission dans le mouvement Freinet, ça va devenir ça. Et vous allez avoir deux pôles après dans le mouvement Freinet. Le mouvement Freinet en général et Vence, qui essaye de faire paradoxalement du Freinet, et les autres qui font du Freinet, mais éloignés du Freinet original. Voilà. Et donc le but de notre recherche, donc là je vais beaucoup plus vite, ça a été de dire en fait,
eh bien, qu'on voit bien une cartographie de 3 réseaux. Vous avez l'ICEM qui va se maintenir comme un mouvement Freinet, mais un mouvement Freinet ouvert à plein de références. Une école Freinet qui va essayer de survivre grâce à la femme Freinet, la fille Freinet, qui va se maintenir bon an, mal an, notamment puisqu'elle a été rachetée par l'État français en 91. Donc voilà. Et puis vous allez avoir le mouvement des pédagogies institutionnelles, autogestion, etc. Et ce qui est intéressant, donc ça sera mes conclusions, c'est de revenir sur ces histoires de représentation. Freinet, le créateur, l'inventeur, en fait, ça c'est une mauvaise lecture historique. L'imprimerie, il n'est pas le premier à inventer l'imprimerie à l'école. En fait, le grand génie de Freinet, c'est d'avoir pris un certain nombre de références qui ne se connectaient pas entre elles et de les avoir réunies. Il y avait des naturistes dans le scolaire avant Freinet. Il y avait des gens qui faisaient l'imprimerie avant Freinet. Sa grande spécificité, quand il crée l'expérience de Vence en 1935, c'est d'avoir récupéré, entre guillemets, tout ça. Il y a un bagage de références assez intéressant. Déjà des références à la philosophie indienne, puis à la médecine chinoise, ainsi qu'à des travaux en médecine opposés à la médecine pastorielle, etc. Donc vous avez tout un univers de références qui a lieu à ce moment-là, en 1935. Et la véritable singularité, c'est ça, en fait. C'est pas qu'il a inventé l'imprimerie, il n'a pas vraiment inventé. C'est dur d'inventer quelque chose. Son grand mérite, c'est d'avoir fait, avec Élise, fait coexister des références qui ne coexistaient pas. Deuxième, Freinet, l'instituteur rural. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà été à Vence, c'est à 20 km de Nice. Moi, je viens de Lorraine en France. On a la Meuse, département de la Meuse. Ça, c'est un vrai département rural. C'est très très loin de ce qu'on voit à Vence, à 20 km de Nice. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le sud de la France. Ça fait belle lurette que Vence n'est plus une zone rurale. Donc ça, c'est un anachronisme qui est vraiment stérile. Freinet, le communiste, alors lui, il a une adhésion au Parti communiste. Maintenant, quand on regarde un peu en creux, on voit que c'est très très complexe en réalité. Et donc, Élise, la femme de, l'épouse de Freinet, eh bien, quand on prend vraiment tous les bulletins d'inspection, elle a eu, pendant les 5 ou 6 premières années de son exercice, des bulletins que Freinet n'avait pas. Donc, ce n'est pas du tout la subalterne, l'assistante, la servante, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte. Donc, historiographiquement, prendre en compte Élise permet de donner à voir en fait un autre Freinet. Et donc, d'un point de vue foucaldien, problématisation, faire émerger une autre pensée Freinet, une pensée ensevelie, et bien ça vise à faire émerger d'autres chantiers. Alors, bon là j'ai mis Question of Knowledge and Power. Pourquoi tout ça a été enseveli? C'est pas par forcément mauvaise volonté, il y a plusieurs choses. Déjà, pas d'accès aux sources primaires. Déjà c'est compliqué. Une historiographie du témoignage. Donc, des gens qui, par exemple, comme Michel Barré, fréquentent Freinet à partir de 50, d'accord, donc Freinet a déjà 54 ans, et qui après vont écrire leur témoignage, qui est intéressant, mais du coup, ce qui est avant, c'est de portée relative. Et deuxième chose, c'est que tous les réseaux dont j'ai brossé, en fait, sont des réseaux qu'on retrouve en France dans l'émergence des sciences de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, dans pas mal de revues de Freinet n'est pas compris par d'autres instituteurs, enseignants, mais ces enseignants-là sont parfois devenus les universitaires qui ont fait les sciences de l'éducation françaises. Dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez au sein même des sciences de l'éducation françaises qui émergent en 1967, une idée de Freinet, qui est une idée parfois fortement personnelle, de Freinet. Parce que Freinet est né en 66, en France en 67 on crée les sciences de l'éducation, et c'est le moment où la recherche pédagogique commence à se déployer. Quand vous regardez, en fait, on voit bien les trajectoires des personnes et les cercles. Et on voit bien qu'il y a un cercle qui a, entre guillemets, pris le pouvoir par rapport à l'autre. Et on voit que dans cette méconnaissance de Freinet, il y a des choses très précises, des procédures de savoir-pouvoir très complexes qui ont pu jouer. Parce que les références des Parisiens qui font dissidence, ce sont les futurs enseignants de Paris 8 en sciences d'éducation, la Passade, Boulot, etc. Voilà. Et donc on voit que là, il y a un phénomène d'ensevelissement qui est très complexe en fait, et qui est très intéressant à étudier en tant que tel. Voilà. Et puis donc là, c'est pour bien que vous voyez que ça fait vraiment trois choses. J'ai pas eu le temps de le traduire. En fait, dans la pédagogie institutionnelle, quand vous appliquez le quoi de neuf, commencez la journée par un quoi de neuf. La pédagogie historique Freinet, vous faites le texte libre. D'accord? C'est pas la même chose. Il se trouve qu'à l'ICEM,
eh bien, il y a des gens qui utilisent les deux mots. Et je trouve ça très significatif d'une zone un peu poreuse entre les deux. Voilà. Entre deux ensembles qui gardent leurs références propres, qui ont un style de pensée propre, et au milieu, quelque chose qui est un peu la zone spongieuse. Voilà. Et puis, alors, donc, je parlais de faire émerger des chantiers. Les chantiers, quels sont-ils pour parler en problématisation foucaldienne? C'est le corps. Qu'est-ce que c'est ce rapport au corps? C'est la question de la santé naturelle à l'école, la question de l'architecture, du coup, émerge. Quand on fait, si on reprend cette machine Freinet, qu'on l'a fait émerger dans l'actualité, c'est les questions qu'elle pose. D'accord? Est-ce qu'il est si évident qu'on doit grillager partout? Est-ce qu'il est si évident qu'on doit avoir du béton partout? Est-ce qu'il est si évident, etc., etc. Et donc, vous avez comme ça un certain nombre d'enjeux qui apparaissent. L'école Freinet, elle avait comme enjeu de permettre l'attention par les techniques corporelles. Et en France, on a un chercheur qui s'appelle Stigler en ce moment, qui a une sorte de buzz, et qui parle de la captation. Il dit, il y a trop d'écrans, trop de numérique, ça a capté l'attention, et à l'école, eh bien, c'est en train de causer problème, de faire problème. Eh bien, c'est intéressant d'entendre cette critique, qu'on la partage ou pas, et de la mettre en perspective avec ce que faisait Freinet. Freinet, le passage à l'école Freinet en 1935, c'était déjà se désintoxiquer corporellement, se désintoxiquer d'un certain nombre de mécanismes de captation. Et donc, vous voyez là, à défaut de refaire l'expérience dans l'actualité, il y a des questions qui se reposent. Parce qu'on voit bien qu'il y avait plusieurs chemins, on en a pris un, enfin en France on en a pris un, on a pris deux, et il y a d'autres chemins qui restent comme ça, un peu en bordure. Voilà. Et donc, ce qu'il y a de foucaldien, je trouve ici, c'est cette idée de retrouver des savoirs qui étaient un peu bloqués, dans des ensembles un peu complexes, où on voit que le savoir-pouvoir a joué, c'est évident. Je prends un dernier exemple et je conclurai là-dessus parce que j'étais très long. À un moment donné, Freinet n'est pas compris par quelqu'un qui s'appelle Louis Legrand, qui en France va devenir le responsable de la recherche pédagogique en France, qui va devenir professeur en sciences de l'éducation. Et l'autre jour, je retrouve une notice sur Louis Legrand, et la personne qui a fait la notice là, a fait un portrait en creux de Freinet. Et ça donne, Louis Legrand était philosophe, il lisait beaucoup, Freinet, lui, était plus intuitif, ne lisait pas trop, etc. Enfin, vous avez un double portrait, et qui est absolument stupéfiant, puisque, comme vous avez vu, sa bibliothèque, la bibliothèque de Freinet, elle est encore à l'école, elle est partie aux archives. Il y a un nombre de livres à noter qui est absolument énormissime. Il faut savoir qu'il se servait de ces techniques corporelles pour pouvoir travailler plus longtemps. Et ça, c'est intéressant. Et il prenait 1 ou 2 heures de chaque matin, à partir de 5 heures, pour pouvoir lire absolument tout ce qui passait. Alors, on pourrait dire c'est pas vérifiable. En fait, si, puisqu'on voit bien le nombre de livres à noter et le nombre de comptes rendus qu'il a fait. Et en fait, on voit bien une production intellectuelle énorme. Alors, quand vous lisez une notice qui le présente comme une sorte de simple praticien réflexif, du coup, c'est là quelque chose de très intéressant. Et donc, en termes historiographiques, la question des connexions me semble importante, et du transnational et du local. Donc, je pense que c'est les 3 enjeux historiographiques et méthodologiques qui se sont joués. Comprendre que Freinet n'est pas une figure à l'historique, il est devance, il y a des caractéristiques. Quand il fait ses voyages, eh bien, il y a bien quelque chose qui se joue, il échange des références, il échange des traductions avec son raisonnement, et voilà. Donc la question transnationale, qu'on retrouve avec la guerre d'Espagne, puisque certains enseignants partent en soutien aux républicains en Espagne, il reçoit des réfugiés espagnols, donc on voit qu'il y a un lien très fort aussi avec la guerre d'Espagne, en termes d'impact. Donc le local, le transnational, et puis les connexions, les transferts culturels, le transfert de la culture naturiste en tant qu'objet de croyance, de pratique, etc. Cette rencontre avec, je dirais, l'éducatif. Voilà. Et je trouve que là, il y a trois enjeux historiographiques que nous, on a choisi d'envisager avec un arrière-plan foucaldien, on n'est pas obligé de le faire, mais ces 3 enjeux, pour moi, restent quand même à l'autre. Voilà, j'espère que vous avez compris. Moi, j'ai une question qui n'a pas beaucoup à faire avec l'histoire, mais qui a à faire avec le présent. Et je voudrais savoir si le mouvement Freinet est encore très actif aujourd'hui. Je veux dire, est-ce qu'il y a encore des écoles qui utilisent ces didactiques? Alors oui, ils sont encore présents. Le terme de pédagogie Freinet est encore très très courant.
Après, justement, ce qui est assez complexe, c'est de voir qu'en fait, il est très hétérogène et très éclaté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses étiquetées pédagogie Freinet, mais qui renvoient des fois à des situations, y compris didactiques, qui sont très diverses. Mais il y a encore effectivement un mouvement Freinet important, etc. Et du côté de l'école, s'est créé l'Institut Freinet de Vence, qui était un projet de Freinet en 64. Voyant donc ce mouvement qui dérivait selon lui, il avait envisagé de faire quelque chose plus centré sur Vence. Donc actuellement, il y a une petite activité spécifique à Vence. Donc moi, je fais partie de ça, puisque j'ai eu accès à la production historique, et qui essaye de travailler spécifiquement par rapport au Freinet historique localement. Et donc, il y a des relations qui se recréent entre les deux ensembles. Voilà. Et donc, effectivement, il y a eu des périodes particulières. Parce qu'en fait, l'enjeu à Vence, c'était de rester fidèle au système Freinet. Et si on veut faire autre chose, c'est un autre nom, mais ça vient. Et donc là, il y a des jeux assez importants de conflit. Mais ça reste quand même quelque chose de très actuel. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus la discussion entre Houry et Freinet? Parce que je pense qu'en Belgique, si je ne me trompe pas, la plupart des écoles partent en fait plutôt d'Houry que Freinet. Mais les différences ne sont pas tellement claires. Alors, si c'est une question très intéressante. Elle est très très dure. En fait, Houry vient du mouvement Freinet, mais lui voulait faire quelque chose de différent, très clairement, avec d'autres références, d'autres manières de faire. En jeu, Houry et les agrégats autour, parce qu'il y en a pas mal en bordure, après chacun a sa différence. Le mot qui arrive ici, c'est la question de l'institution, l'instituant. C'est la première chose. Il y a la question de la démocratie et la question de la coopérative. Alors, il y a des glissements terminologiques, d'accord, mais qui ne renvoient pas en fait à la même pratique didactique. Et en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'il y a une disjonction, puisqu'il y a deux ensembles théoriques différents. Alors après, ça serait très dur d'expliquer en quoi c'est différent. Moi, il se trouve que j'ai fait un stage d'observation au lycée autogéré de Paris. Alors l'autogestion, c'est pas forcément Houry, c'est une sorte de cousin éloigné de la pédagogie institutionnelle d'Houry. Et en fait, vous n'avez pas le même rapport aux choses. Là, il y a un rapport vraiment où tout peut être co-géré, un autre rapport à la psychanalyse, par exemple, un autre rapport à la question du groupe et des relations. Enfin, ça mobilise d'autres références et ça donne d'autres pratiques. Alors qu'il me semble que dans le système Freinet, il y a déjà cette question naturiste du rapport au corps qui, pour moi, est centrale et qu'on ne retrouve pas forcément chez Houry. Et il me semble qu'il y a quand même la question du savoir qui se pose différemment. Mais après, c'est très dur parce qu'en fait, chacun a initié des réseaux et les réseaux sont très éclatés. Par exemple, en France, les gens qui se disent de l'autogestion pédagogique ne sont pas de la pédagogie institutionnelle, hors de l'extérieur. C'est vraiment très proche. En fait, c'est ça, il y a eu une disjonction, entre guillemets, sauf que la difficulté, je trouve, c'est de comprendre que le fait que l'une prévale sur l'autre, ça part d'un quiproquo. Pour moi, c'est très clair. Pour moi, les deux, pour moi, ont leur intérêt, mais la supériorité de l'un sous prétexte qu'il correspond à l'espace urbain et part d'un quiproquo, de fait, puisqu'on n'étudie pas le naturisme. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est deux systèmes qui en fait, sont très autonomes. Et la question pour le mouvement Freinet, c'est où il se situe, en fait. Le mouvement ICEL, etc. Puisque des fois, il prend à droite, à gauche. Et quand vous prenez dans une boîte à outils un outil d'une boîte et un outil d'une autre boîte, des fois, ça marche pas. Vous prenez un adaptateur dans un pays et puis une prise, des fois, c'est peut-être une mauvaise image. Mais enfin voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est de recréer justement cette cartographie des influences. C'est-à-dire, dans tel pays, est-ce que c'est plutôt tel mouvement qui est passé, ou tel autre, telle référence. Moi, mon propos, c'est pas de dire l'un est meilleur que l'autre, mais juste de retrouver en fait une cartographie de choses, de controverses, etc. Et là, très clairement, en 65, le quiproquo porte sur quelque chose qui est faux, en fait. Voilà. Ça ne répond pas vraiment à la question, mais du coup...
Et le naturisme, ça a disparu quand? Comment? Ça a disparu maintenant? De quoi la... Le naturisme. Bah alors ça c'est de très bonnes questions. En fait, le naturisme était d'autant plus faisable qu'il y avait un internat à l'école. Donc c'était plus facile d'incorporer les gens à un mode de vie qui vivent intégralement, entre guillemets, sur place. Il n'y a plus d'internat depuis 75-77 à l'école. Du coup, ça a marqué un ralentissement. Deuxième ralentissement, l'école est devenue publique. Et le naturisme, donc, au niveau législatif, actuellement, c'est quand même compliqué. Surtout avec des enfants. Voilà. Donc, le naturisme tel quel, en fait, il n'existe plus. Par contre, si on entend par naturisme autre chose que le nudisme, à savoir un rapport au corps, au soleil, etc., la marche naturelle, la gymnastique verte, etc., il y a une sorte de rémanence qui est quand même restée un petit peu. D'ailleurs, effectivement, rester nu à prendre le soleil, ça n'existe plus depuis quand même quelques années, même beaucoup. Après, il y a une rémanence, il y a des attentions sur le corps qui persistent. Et justement, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait émerger ce savoir enseveli de naturisme, qu'est-ce qu'on fait en 2013? Parce qu'on ne peut plus faire un naturisme dans une école publique, en France en tout cas, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça va devenir quelque chose comme une écologie, un rapport à l'écologie, un rapport complexe, corporel à l'écologie? Voilà. Donc là, on est là-dedans. On s'interroge avec mon collègue comment on peut comment cet hier, eh bien, il peut se réactualiser, puisque de fait, ça ne sera pas pareil. L'école est publique, il n'y a plus d'internet, etc. Ça répond un peu plus. Et on a des photos d'enfants qui prennent le soleil et en petit slip, entre guillemets, jusque quand même assez récent. Enfin récent, 90. Vous savez si ça existait aussi dans votre école, par exemple? Alors en fait, on n'avait pas pensé, c'est là l'avantage en fait de se pencher sur justement le mode de vie, c'est qu'en fait, c'est pas un excédent, on a retrouvé en fait plein de régularités dans les réseaux. C'est ce que j'ai dit sur le milieu freinet, niçois dans les années 20-30. En fait, ils sont déjà beaucoup à être soit naturistes, soit à faire du yoga, à avoir lu Krishnamurti, etc. Et il se trouve qu'il y a une sensibilité quand même très portée qu'on retrouve régulièrement par rapport à la naturopathie notamment. Alors, de dire qu'il y avait beaucoup de naturistes, je ne sais pas. S'il y en a encore beaucoup, je ne sais pas. Mais dans la sphère privée des gens, il y a parfois une certaine sensibilité. Du coup, ça serait un vrai travail que d'essayer de rechercher cette régularité qui serait un peu enfouie. Parce qu'on a commencé à le faire avec les anciens éducateurs de l'école. On s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient sans se revendiquer naturistes, ils avaient une sorte de sympathie, mais il y avait des comportements qui sont quand même assez proches soit de l'écologie, de manger bio, tout ce qui peut, des dérivés, on va dire, de naturisme historique. On retrouve ça aussi chez A.S. Mill qui, dans un de ses livres, il parle aussi, mais ce n'est pas le sujet central, mais du naturisme et du fait que ça a peu à peu disparu pour des raisons qui sont assez vagues. Mais donc, il était aussi naturiste pendant les années 30, 40. En fait, moi je ne le connaissais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard, je n'étais pas naturiste moi-même, c'était pas mon objet de thèse. Donc du coup, ça fait 2 ans que je travaille un peu là-dessus, effectivement je retrouve pas mal de choses, une expérience qui s'appelle Monteverita aussi, je crois que c'était en Suisse, dans les années 30, qui a l'air d'être un centre assez important. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. Du coup, elle m'intrigue aussi, puisque ça fait pas mal, ça déplace beaucoup le regard en fait pour la recherche. Et aussi la référence indienne. Je suis assez étonné, parce que je ne suis pas forcément très au fait de la culture indienne, de la philosophie indienne, de voir que dans les milieux militants pédagogiques, il y a une vraie pénétration de ces lectures très tôt. Chez Ellis, dès 30, on retrouve des traces, quoi, et c'est une régularité. Enfin, ça m'a un peu surpris. C'est toute cette influence théosophique aussi. Oui, justement, comprendre que Nice était un peu un berceau français de la théosophie était du coup important, parce que sinon on se demandait d'où ça sortait, quoi. Et effectivement, Nice a, à mon avis, des caractéristiques locales très importantes pour saisir en fait ce bain, entre guillemets, théosophico-naturiste, médecine naturelle, etc. Est-ce qu'il y a une influence du naturalisme dans le profil vital? Parce que c'est un peu de plus tard ou pas? Parce que je n'ai pas vraiment bien compris, mais le nom profil vital, ça a déjà un peu quelque chose
corporelle. Et bon, d'ici, je ne peux pas voir quelles sont les catégories qui sont sur tout ça. Enfin, je ne sais pas, c'est la question qui... Alors, je vais répondre en plusieurs fois. Quand on se plonge dans la pensée Freinet, la machine Freinet, il y a un usage de plein de concepts qui prennent à droite à gauche, qui sont un peu référencés, puis au bout d'un moment, on ne référencie plus. Alors, par exemple, l'école moderne, c'est une Francisco Ferrer. L'école moderne anarchiste de Ferrer. Et Vital, en fait, ça fait référence, à mon avis, il y a un texte là-dessus d'Élise où elle dit ça fait référence à plein de choses, mais au fond, peu importe. Et là, il y a une vraie influence aussi de ce croisement entre médecine et naturisme dans les années 20-30, le docteur Carton, docteur Durville, ce genre de choses. C'est un objet un peu bizarre, mais on n'a pas retrouvé d'autres. Pour ça, je suis un peu embêté pour répondre. On a retrouvé un, et il se lie beaucoup avec l'essai de psychologie sensible que Freinet a écrit 2 ou 3 ans avant, quand il était interné, pendant la guerre. Et après, c'est justement, c'est le travail sur lequel on voudrait faire après notre livre, c'est de retrouver une sorte de cartographie des concepts et leur histoire, en fait. Car voilà, ce mot-là, il arrive parce qu'ils ont lu ça. Parce que pour le profil vital, il est utilisé dans il y a plein de références. Pour ça, je suis un peu embêté pour répondre. Ça va autant de Nietzsche à Guyot, de Nietzsche français, ou d'inspiration de Nietzsche, à des choses qui envoient la médecine, à la biologie. Enfin, c'est vraiment très... On va faire un travail plus spécifique pour vous répondre vraiment précisément. Et c'est ça qui est compliqué. Par exemple, technique de vie, c'est le mot à la mode chez Freinet à partir des années 60. Ils font une revue là-dessus. Et c'est une grosse occasion de quiproquo. Parce qu'en fait, technique de vie, eux, ils font référence à Krishnamurti, la philosophie indienne, etc. Et personne ne saisit à ce moment-là qu'en fait, il y a un préalable là-dessus à comprendre. Et en fait, les querelles avec les universitaires, il y en a plein qui ont cet arrière-plan-là. C'est qu'eux, ils ne comprennent pas sa manière de sortir des concepts d'air culturel qui sont vraiment très éloignés, peut-être pas scientifiques pour eux. Enfin, voilà. Vous avez des textes d'Élise où elle fait référence à plein d'expériences indiennes, des choses, et c'est vrai que l'œil, les gens qui réagissaient à cela étaient des fois un peu hébétés. Là, j'ai retranscrit un peu les références il a fait un livre sur la santé de l'enfant en 1955. Vous avez une liste de biologistes soviétiques très connus. C'est ironique. J'étais très embêté de noter plein de noms, de ne retrouver rien sur ces noms. La physiologie soviétique, un Bataille, c'est bien. Donc il y a comme ça toute une filiation de références qui sont assez surprenantes. Et ici, c'est éléments fondamentaux, parce que je ne peux pas dire ici, c'est toutes des choses différentes ou... Alors oui, je peux les énoncer. Santé des parents, âge des parents, milieu social des parents, milieu naturel. En gros, ce qu'il faut prendre, c'est qu'il y a 3 temps chez eux. Il y a l'enfant quand il est là, d'accord, il y a la préparation du nid de l'enfant, et puis il y a le moment avant de le faire. Donc à chaque fois dans le profil vital, vous avez ces 3 moments-là. Donc on va se demander si déjà les parents étaient malades, comment s'est passé l'accouchement. Vous avez des trucs comme ça, grossesse, composition de la famille. Alors ça c'est pour savoir par exemple s'il y a beaucoup de frères et sœurs, s'ils sont, je ne sais pas moi, 10 dans 3 mètres carrés, enfin, voilà, etc. Maladies graves. Bon, c'est très divers. C'est très divers, mais en fait ça prend en compte les conditions de vie, les conditions de santé, les conditions de logement. En fait on voit bien là une régularité par rapport à ce moment en 27 avec Leipzig, avec cette réflexion sur les conditions de vie du prolétariat. Et on voit bien que ça va suivre pour les distinguer d'éducation nouvelle, qui eux restent vraiment sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la classe, comment on peut optimiser la classe. Alors que Freinet dit, mais on ne fera rien changer si on ne reste que à ce qui se passe dans la classe. Il faut envisager ce qui se passe avant, puisque ça a un impact. Voilà. Et l'idée défendue, c'est que par exemple, eh bien, la société, entre guillemets, est faite de telle manière que c'est le prolétariat qui est le moins bien logé, mange le plus mal, etc. Donc, in fine, c'est toujours le même qui perd. Enfin, je le traduis, je le caricature en fait. Et donc ça, c'est le leitmotiv de Freinet. Et donc, alors après, vous avez insuffisance générale, santé, alors ça c'est pareil, c'est vraiment très fort, c'est la thématique de la santé. Articuler le santé et l'école, et non pas le distinguer. Et est-ce que ces fiches sont utilisées actuellement, non. Non, pas actuellement, mais à plusieurs moments.
Je veux dire peut-être à l'entrée de l'enfant à l'école, puis après quelques mois, puis après un an. Alors, c'est pas une technologie d'examination? Ou est-ce qu'il... oui, enfin, une sorte de faire rentrer l'enfant dans des stades, quoi. Ouais. Ouais. Non, Et pour retracer l'évolution de l'enfant d'une manière plus détaillée qu'on le faisait auparavant. Alors ça a aussi cet enjeu-là, mais justement en voulant aller plus loin et en prenant plus d'aspects. Maintenant, ça n'a pas été très loin cette affaire parce que, en fait, selon les gens qui venaient pour bosser à l'école, c'était parfois pas utilisé. Je sais qu'en 64, c'est encore utilisé par un enseignant. Voilà. Mais là, il faudrait faire un autre travail, c'est-à-dire retrouver tous les gens qui étaient là à tel moment, savoir si... Là, on a retrouvé des bouts qui correspondaient. Voilà. On sait dans quel roulement que tel jour, vous avez utilisé le profil vital qui voulait... Mais on sait aussi, pendant quelques temps, il avait mis un peu de côté. Enfin, voilà. Donc, je ne pourrais pas dire s'il a vraiment beaucoup servi pendant longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se lie dans une continuité. Voilà. Après, est-ce qu'il en faisait grand-chose? Ça, c'est difficile à dire. Après, c'est clair que ça reprend un certain nombre de choses qu'on retrouve dans les écrits naturistes sur lesquels ils étaient... Par exemple, l'onanisme, je reviens sur la masturbation. Chez Brocault, le fait d'avoir une trop grande production sexuelle, c'est un dysfonctionnement. Voilà. C'est se faire trop capter l'attention, etc. Donc, du coup, on ne sera pas forcément étonné de le retrouver là en 79 avec une entrée onanisme. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de la masturbation. Équilibre vital, enfin voilà. Donc vous avez quand même des catégories scolaires, sciences, lettres, mathématiques, mais on voit bien qu'il y a le milieu familial qui est pris en compte, le milieu de vie, la santé, l'alimentation, etc. Et est-ce que ces profils vitaux, est-ce qu'ils remplaçaient les carnets de notes? Alors en fait, il n'y a pas de carnet. Aussi le bulletin, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors en fait, il n'y avait pas de notes, ils ont un plan de travail dans cette école. Un plan de travail. Un plan de travail, pour le dire rapidement, qui est toujours... c'est un moment de la semaine où vous faites le point sur un certain nombre de choses que vous aviez évoquées, que vous feriez. Et en fait, vous soumettez à la discussion pour voir combien, si vous avez bien travaillé ou pas. Et donc, par exemple, si vous dites, ah bah ça, j'ai mis que je le faisais bien, quelqu'un qui peut être là, il y a un président de séance, peut dire, ah bah non, là, tu l'as vraiment très très bien fait, tu peux mettre plus sur ton plan de travail. Donc il y a un autre rapport. Alors ça s'est gardé de manière limpide. La pratique de la conférence, la pratique du plan de travail, etc. Ce qui s'est un peu enseveli, c'est le rapport à la santé qui soit clairement explicité. Bon, ils arrivent quand même par exemple, en France, c'est très dur de consommer ce qu'on cultive dans une école. Au niveau législatif, on ne peut pas. D'accord? Eux, ils ont un statut un peu particulier, du coup, ils peuvent quand même manger ce qu'ils cultivent. Parce que elle est publique, mais elle a un statut quand même très très particulier au vu de son histoire. Donc là, c'est un gamin qui est dans 45, donc ça doit être un profil vital, je crois, de 53 ou 54, je sais plus. Je crois que j'avais sa sœur aussi, un profil vital de ça, je te fiche. Il y avait aussi dans cette école un système démocratique formalisé ou est-ce que c'était informel? Pour l'organisation générale? Oui, les enfants, quand ils devaient décider sur quelque chose, est-ce que c'était vraiment avec des votes? Alors ça sera plutôt justement chez la pédagogie institutionnelle ou les réseaux de cogestion. Par exemple, le lycée autogéré de Paris, on vote s'il y a des visiteurs qui viennent. Enfin, ce système de vote, il n'existe pas en fait, à l'école Freinet. Alors, pour certains autogestionnaires, c'est une critique, c'est-à-dire on n'a pas été assez loin pour casser l'estrade. Du point de vue de la pensée Freinet, c'est de dire il faut que les enfants travaillent, et il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il y a une direction quand même, il y a un mouvement à lancer. Mais il n'y a pas dans ce système de vote, n'existe pas dans cette expérience-là. Et c'est justement un des points de distinction avec peut-être d'autres. Ouais, il y a une grande différence. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu serais d'accord avec moi si je disais pendant votre présentation, tu as en effet remplacé une histoire
qui existait sur Freinet par une autre histoire qui est plus vraie. Vrai, c'est... Oui, je vois. Bah, parce que je sens quelque part une difficulté avec votre ambition de présenter une approche Foucauldienne, ce qui a à faire avec le rôle joué par la vérité dans votre présentation. Je ne sais pas si j'utilise très clair. Oui, non, j'ai été capté par un truc en tête, alors je sais pas. Moi, il me semble, il y a un cours en particulier qui peut-être correspond peut-être à ce qu'on a fait. Ce serait la leçon sur la volonté de savoir de Nietzsche par Foucault. Il parle d'une histoire de la vérité contre la vérité. Enfin, il distingue deux choses. Le fait est, c'est qu'il y a une production de discours qui a eu lieu, mais elle s'est faite, elle était également sous séquestre, d'une certaine manière. Enfin, elle est régie par une condition de possibilité, on ne dit pas ce qu'on veut à n'importe quel moment, comme on le veut. Et bon, c'est pour ça qu'il me semble qu'en fait, derrière une histoire d'éducation, il y a en creux une certaine approche d'une histoire des sciences de l'éducation. Il me semble que là, en fait, on a fait deux choses, en fait. C'est de revenir sur comment en France s'est développé les sciences d'éducation, mais en tant qu'objet culturel, c'est-à-dire comment culturellement en France, on est venu à vouloir étudier scientifiquement l'éducation et qu'est-ce que ça a voulu dire par rapport aux gens qui faisaient à peu près pareil mais ne se revendiquaient pas scientifiques. Et il me semble qu'en fait, sans faire exprès, on a fait en fait deux travaux, un travail sur Freinet, mais un travail aussi sur cette préhistoire des sciences de l'éducation en France. Et donc voilà, ce qui donc fait que pour moi c'est une histoire de la vérité en suspendant une autre vérité, dans le sens où la production de connaissances est d'une certaine manière parfois mensongère, erronée, etc. C'est ce que dit Foucault dans ce travail-là en reprenant Nietzsche. Et il me semble effectivement qu'on pourrait retrouver, alors c'est très subversif, mais en même temps quand on reprend ces archives, on est un peu confronté à ce genre de dilemme, c'est-à-dire de parler de la même personne, mais renvoyé à deux récits, de visages différents. Et ça, effectivement, c'est peut-être le cœur du problème. Enfin, c'est l'arrivée, puis en fait, c'est un peu le début, en fait, le commencement. Et ce que je trouve particulièrement fort et intéressant du point de vue foucaultien, c'est comment, en fait, ces deux acteurs, Élise et Célestin, en fait, se sont confrontés avec tous les problèmes que ça compose à des réseaux de savoir-pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont produit des résistances par rapport à cela, ils ont essayé de produire, parce qu'effectivement leur stratégie de publication, par exemple Élise, c'est vraiment une stratégie de lutte, de réactiver des savoirs antipastoriens, etc. Et ce que je trouve incroyable, c'est d'avoir été aussi loin finalement dans la confrontation à véritablement des dispositifs dont on pourrait dire foucaldiens, à passer pour... enfin voilà, on pourrait faire toute une énumération de tout ce que... comment dire, tous les coups pris, etc. Et qui n'ont finalement pas altéré, au contraire, qui ont nourri la machine. Je trouve ça très intéressant. Notamment dans le passage où finalement ils sortent traumatisés dans tous les sens du terme, en 32-33 de l'institution publique, pour recréer quelque chose d'autre, et comment ils ont essayé de garder la mainmise là-dessus. Je trouve qu'en termes de résistance, il y a une focale qui a été passionnante, et qui nous a en tout cas passionnés pendant 3-4 années. Voilà. Et qui abusait donc un rapport au corps particulièrement fort pour le passé. On a retrouvé des courriers vraiment très, très salés. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Oui, pour votre présentation. Merci beaucoup.